Donc, bonne journée. Après les deux premiers chapitres, on va essayer maintenant de passer en revue un certain nombre de phénomènes concernant l'altération des roches et la disparition des reliefs, c'est-à-dire la diminution des altitudes des reliefs à partir de l'érosion. Et pour cela, on va essayer d'identifier un certain nombre d'agents qui sont responsables. Alors, pour l'altération, c'est-à-dire pour altérer les roches, etc., ou bien ce qu'on appelle l'érosion, deux définitions qui sont très simples. L'altération regroupe les processus physiques, chimiques et biologiques qui conduisent de la roche saine, c'est-à-dire qui n'est pas dégradée, à ces produits de décomposition, c'est-à-dire les parties minuscules qui seront décomposées, qui seront érodées et transportées. Et puis il y a l'érosion qui est un ensemble de phénomènes qui altèrent et enlèvent les débris et les particules issues de l'altération et modifient les reliefs. Pour cela, on va essayer de mettre au point un peu le phénomène de l'altération des roches qui pourrait être physique, c'est-à-dire c'est l'ensemble d'agents qui sont responsables de la désagrégation mécanique des roches et donc d'une modification du relief. Pour cela, il y a un certain nombre d'agents comme l'action hydrique ou bien ce qu'on appelle l'action de l'eau. Dans de nombreuses régions, les pluies ont des effets qui sont dévastateurs, c'est-à-dire ils vont détruire, destructeurs, ou le ruissellement, les eaux, ils provoquent une dénudation, c'est-à-dire ils rendent le relief un peu nu des terrains. Dans ce cas, ou bien dans des cas extrêmes, cela peut aboutir à un véritable ravinement, ou bien on peut passer même à l'état de crue ou bien d'inondation. Alors, puis c'est gelé à pierre de fonte, c'est-à-dire dans les zones où l'eau subit des phénomènes de gel. Des gels, c'est le phénomène dont j'ai parlé dans la première partie de ce cours, c'est-à-dire la gélifraction, ou bien la cryoclastie, ou bien ce qu'on appelle encore la thermoclastie. Pourquoi thermoclastie? Parce que ça dépend des variations des températures qui sont journalières, c'est-à-dire plus exactement entre le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'elle peut entraîner la fracturation des roches. Une fois les roches seront fracturées, alors ils seront décomposés et elle peut entraîner par la suite le passage à l'état solide à partir de l'état liquide, c'est-à-dire l'eau, elle va geler, elle va devenir glace, elle va augmenter de volume. Si elle va augmenter de volume, c'est-à-dire la fracture va augmenter de diamètre. Le volume de l'eau augmente d'environ 10%, ainsi que l'eau infiltrée dans les fissures, ce qu'on appelle les diaclases. Les diaclases, ce sont les fissures qui ne subissent pas de déplacement d'une roche gel. L'augmentation du volume d'eau provoque donc l'éclatement de la roche. Ceci forme ce qu'on appelle des éboulis. Généralement, les éboulis ils tombent en bas de pente. C'est-à-dire qu'il y a aussi le phénomène de gravité qui sera un peu, qui va subir l'entraînement par chute verticale. Ce phénomène, on le trouve surtout dans les zones qui sont glaciaires. Un autre exemple d'action des glaciers, c'est que, par exemple, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une surface qui n'est pas très polie, mais on voit ce qu'on appelle une farine glaciaire. Là, la superposition et le déplacement du glacier, il entraîne des stries, comme vous voyez là, et une farine glaciaire, c'est-à-dire suite au broyage qui est dû à la surcharge glaciaire. Cette surcharge, c'est une pression qui est exercée sur les roches par le déplacement des glaciers qui peut se transformer en matériaux qui sont très fins.
les limons ou bien les poussières, c'est une poussière glaciaire, etc. On parle de ce qu'on appelle farine glaciaire. Ces phénomènes, d'autres phénomènes d'action physique, c'est l'action des variations des températures. Là, par exemple, si on prend deux contrastes qui sont distincts, par exemple les Alpes, c'est un peu la neige de point de vue climatique, il fait très froid de point de vue météorologique, les altitudes, etc. Donc l'action, c'est surtout la gélifraction, l'action physique, elle est très importante, mais en même temps, il y a l'action chimique, l'altération chimique, parce qu'il y a beaucoup d'eau et l'action de l'eau, elle provoque des dissolutions, surtout dans les roches qui sont carbonatées, qui sont plus susceptibles. Alors, on trouve un autre contraste qui est aride à semi-aride. Par exemple, l'exemple de la vallée de l'Arizona, où l'action éolienne peut jouer un rôle très important. Il ne faut pas oublier l'action de la végétation. Par exemple, là, on regarde, voilà, des roches, des couches géologiques, et il y a des fractures. Et puis, il y a des racines, et même un petit tronc, il y a des racines. Donc, augmentation, à chaque fois que la plante va augmenter, va grandir, soi-disant va grandir, donc l'épaisseur du tronc et les racines vont devenir de plus en plus profondes, et de plus en plus, ils vont créer des ouvertures. Alors, ces ouvertures-là, ils provoquent un peu l'éclatement des roches dans les bordures. C'est-à-dire, cette diaclase ou bien cette fracture, elle va augmenter, c'est la même chose que la gélifraction. Mais ça, c'est tout à fait naturel suite à l'action des végétaux. Alors, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait sur la végétation, c'est que les végétaux, c'est un agent qui, la végétation, ou bien le boisement, le reboisement, etc., il peut arrêter ou bien diminuer l'érosion, mais quand même, la végétation, elle peut provoquer l'érosion en augmentant les fractures dans les roches et on les agrandissant. Maintenant, on va essayer de voir quelques figures spectaculaires de l'érosion mécanique. Voilà ces champignons-là, par exemple, là c'est l'exemple du désert. Ce sont certains cheminées de fées. Ce sont des figures caractéristiques des zones arides, c'est-à-dire il faut que l'action éolienne soit prioritaire, soumise à l'érosion par le vent. Alors, là, c'est surtout l'action abrasive des grains de sable transportés par le vent. C'est-à-dire les grains de sable, ils sont en train, avec le choc, avec ce petit truc, là, ils commencent à faire un peu l'abrasion. C'est-à-dire ils vont diminuer le relief, mais lentement. Les rochers sont usés, c'est-à-dire érodés. L'efficacité maximale de l'usure se situe à 1 mètre à 1 mètre 50, c'est-à-dire là, 1 mètre, 1 mètre 50, c'est-à-dire c'est l'action la plus importante pour le vent. Une fois on dépasse, il n'a pas une action aussi importante. C'est-à-dire c'est la zone où la plus grande partie des grains qui se déplacent vient frapper le rocher. Plus haut, d'une part, au ras de sol, c'est-à-dire à la base, l'action érosive est moins importante, c'est normal, parce qu'à la base des sols, on peut trouver des actions qui sont grossières, et il y a le frottement avec le sol. Et on va essayer de faire on va chercher d'autres figures. Voilà les cheminées de fées. Les cheminées de fées, ou bien ce qu'on appelle les demoiselles coiffées. On trouve, ce sont les figures les plus spectaculaires de l'érosion combinée entre l'érosion hydrique et sculptée par l'érosion éolienne. C'est-à-dire, on a les deux cas. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, elle est due à la différence entre la nature des couches géologiques. Par exemple, celle-là, elle est plus compétente. Là où il y a le petit chapeau, il y a la cheminée.
elle est plus compétente, elle est moins érodée. Mais l'autre, elle est très érodée, elle est plus tendre, elle est plus marneuse ou bien argileuse. Et à la base, elle est plus compétente. C'est-à-dire, cette différence de sculpture va essayer de nous donner ce qu'on appelle les cheminées de fait, dont tous les chapeaux sont à la même hauteur presque. Si, bien sûr, parce que les couches étaient horizontales, toutes ces parties ont été érodées et on a tout simplement ces cheminées de fait qui restent un peu. Alors, cet exemple qui est porté là, ils sont chapeautés par des coulées qui sont basaltiques. Donc, voilà les buttes du Coyote au nord de l'Arizona, aux États-Unis d'Amérique, où ce sont des formations qui sont géologiques, qui sont remarquables. En effet, on peut y voir des figures d'érosion qui sont aussi bien spectaculaires et uniques au monde. Ils sont uniques, voilà, parce qu'ils sont très laminés et il y a cette différence de couleur et de contraste. Et il y a même ces variations latérales d'épaisseur, des petites fractures, des petites failles, des petits plissements, etc. etc. Bon, c'est de l'illusion des plissements, mais c'est l'érosion qui a fait cette sculpture. Il s'agit de couches de grès et des alternances avec des argiles datées à presque les 180-190 millions d'années. C'est-à-dire les roches les plus dures sont plus usées. Alors, on va essayer de voyager maintenant au parc national aux États-Unis d'Amérique à l'Utah, où il y a plus de 2000 arches et qui sont visitées, regardées par les touristes, etc., etc. Ils sont très connus aux Utah. Regardez un peu l'échelle, les arbres, ils sont avec des arbres de 5 mètres de hauteur, etc. L'arche, elle est très fine. Alors cette arche, elle a été façonnée par de l'eau, bien sûr, au début. Il y avait des grottes, puis la formation d'une arche, et il a été sculpté par l'érosion iolienne. Et bien sûr, son devenir, c'est qu'elle va chuter à un moment ou un autre. Et pour terminer, on va essayer de mettre en évidence deux phénomènes. Comme on a vu dans les deux premières parties, on a vu l'altération, les phénomènes d'érosion, de transport et de la sédimentation. Et la relation entre la vitesse d'érosion, la vitesse de transport et la vitesse de sédimentation qui dépendent intimement des différents agents d'érosion, que ce soit hydrique, que ce soit glaciaire, que ce soit iolien. Maintenant, on va essayer de voir le troisième agent dans le cadre du troisième chapitre qui concerne l'érosion iolienne. Merci.